Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission proposée par l'Association des sclérodermiques de France en collaboration avec Boehringer Ingelheim. Aujourd'hui, pour la Journée mondiale de la sclérodermie, nous aborderons les atteintes pulmonaires liées à cette pathologie et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Élodie Blanchard. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors, je suis pneumologue au CHU de Bordeaux, je m'occupe du centre de compétences maladies pulmonaires rares du réseau Orphalung et je suis impliquée dans le diagnostic et la prise en charge des atteintes pulmonaires de la sclérodermie systémique. Alors, peut-être un mot sur la sclérodermie systémique. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les causes, les symptômes? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Alors, c'est une maladie systémique donc, qui touche plusieurs organes et qui va se caractériser par la production de collagène qui va infiltrer l'œsophage, le cœur, les poumons, la peau, les articulations et qui est de cause auto-immune, donc c'est-à-dire de cause pas toujours très connue, avec des associations connues avec la silicose par exemple. Alors, c'est une maladie qui touche environ 8 à 9 000 personnes en France, hein. C'est une maladie rare. Tout à fait, c'est une maladie rare avec des atteintes pulmonaires qu'on retrouve pour quasiment un patient sur deux, 40 à 50% dans les différentes cohortes de patients sclérodermiques dans les différents pays. Donc, l'atteinte pulmonaire est assez fréquente et elle est importante à diagnostiquer et à prendre en charge puisqu'elle grève le pronostic de ces patients. Alors, on va en parler plus en détail au cours de l'émission. Conformément à la charte Boehringer Ingelheim, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Docteur, ma première question, quelle est la prévalence des atteintes pulmonaires lorsqu'on souffre de sclérodermie systémique? Donc, on estime selon les cohortes à 40-50% d'atteintes pulmonaires chez les patients atteints de sclérodermie. Donc, ça fait quasiment un patient sur deux. Donc, c'est une atteinte fréquente pour une maladie rare. Et quelles peuvent être les différentes formes d'atteinte pulmonaire chez les patients atteints de cette pathologie-là? Alors effectivement, on peut regrouper ces formes en deux. L'atteinte qu'on dit vasculaire, l'atteinte des vaisseaux, qui va se manifester par une hypertension pulmonaire, qui peut être de plusieurs mécanismes, soit vraiment une hypertension artérielle pulmonaire, qui est souvent associée à la sclérodermie cutanée limitée, mais aussi des atteintes des vaisseaux pulmonaires en lien avec une atteinte cardiaque associée, ou avec l'atteinte pulmonaire fibrosante dont on va parler. Donc ça, c'est l'atteinte des vaisseaux. Il y a également l'atteinte du tissu pulmonaire, donc vraiment du tissu conjonctif qui sert à l'échange entre l'extérieur et les vaisseaux. Ces atteintes donc, sont parfois dites de façon peut-être un petit peu par excès fibrosantes, puisqu'elles ne sont pas toutes fibrosantes, mais effectivement, c'est l'infiltration du tissu pulmonaire par du tissu conjonctif fibreux. Et il va être important de les diagnostiquer tôt et d'en évaluer le retentissement. Et bien, ça en vient à ma prochaine question. Est-ce que c'est suffisamment diagnostiqué? Alors, depuis plusieurs années maintenant, il y a un dépistage systématique de ces atteintes pulmonaires qui a permis de les diagnostiquer plus précocement et donc de les prendre en charge plus précocement, puisque quand même on a chez des patients qui ont une atteinte pulmonaire une proportion non négligeable de patients qui n'ont pas de symptômes en fait, et donc qui n'ont pas un retentissement encore suffisamment important pour les gêner dans leur activité quotidienne. Cependant, il faut d'ores et déjà qu'il y ait un suivi notamment respiratoire pour envisager si besoin un traitement. Alors quels sont les signes d'alerte? Alors effectivement, les signes d'alerte sont assez aspécifiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être de différentes causes. Alors il y a avant tout l'essoufflement, qu'on appelle aussi la dyspnée, qui est d'abord un essoufflement à l'effort. Pour des efforts de moins en moins importants, le patient va se sentir essoufflé pour des actes qu'il faisait avant de façon tout à fait normale. Il va aussi y avoir la toux. Parfois une toux sèche qui va être handicapante parfois et qui doit être un signe d'alerte. Et puis, il ne faut pas négliger la fatigue qui peut être tout à fait associée à une poussée, que ce soit de la maladie en général ou à une atteinte pulmonaire en particulier. Alors, quel professionnel de santé à consulter en cas de doute? Alors dans la mesure où les patients atteints de sclérodermie sont quand même suivis régulièrement avec un protocole de dépistage de cette atteinte pulmonaire, le mieux est d'en parler au médecin référent de la pathologie qui, si il n'est pas pneumologue, pourra orienter le patient vers un pneumologue puisqu'il est important d'avoir une évaluation clinique aussi et fonctionnelle respiratoire avec la mesure du souffle et des échanges gazeux.
Quel est l'impact de l'atteinte pulmonaire liée à la sclérodermie systémique sur le quotidien des patients? Alors en fait, cet impact, il est très variable selon la sévérité de cette atteinte. Il peut n'y avoir aucun impact avec des patients qui vont vivre tout à fait normalement, travailler de façon quotidienne, et puis d'autres qui vont avoir à limiter leurs activités physiques, limiter leurs efforts, et puis les gêner dans leur vie professionnelle, sociale. Est-ce qu'il y a des traitements, des solutions non médicamenteuses ou des aménagements pour améliorer ou soulager la sensation d'inconfort quand on a cette maladie? Alors effectivement, avant tout, il faut voir s'il y a un traitement qu'on dit spécifique de cette atteinte pulmonaire. Donc ça, ce sera réfléchi en collaboration avec le pneumologue, l'interniste, le dermatologue, le rhumatologue. À Bordeaux, on a ce qu'on appelle une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire, qui est mensuelle et qui réunit plusieurs spécialistes. Et c'est une réunion où on discute de chaque dossier de patients qui posent soit des problèmes pulmonaires, soit des problèmes cardiaques, de différents ordres, et on décide ensemble les traitements à proposer. Ça, c'est la partie traitement spécifique. Pour les traitements qu'on dit non spécifiques, mais qui ont également une importance nette, il y a par exemple la réhabilitation respiratoire. Alors pourquoi? Parce que ce symptôme dyspnée, cet essoufflement, comme on le disait juste avant, va conduire à une limitation des activités. Et en fait, on va rentrer dans un cercle vicieux d'une limitation des activités qui va engendrer ce qu'on appelle un déconditionnement à l'effort. Et en fait, finalement, plus le patient va être essoufflé, moins il va faire de choses et plus il va être essoufflé pour des choses de plus en plus, avec une intensité de plus en plus faible. Donc en fait, ce déconditionnement, il est quasiment toujours présent chez des patients qui ont une atteinte pulmonaire de la sclérodermie, et donc la réhabilitation respiratoire est très efficace pour soulager ces symptômes-là, dépister une éventuelle désaturation à l'effort qui justifierait d'une oxygénothérapie à l'effort. Donc ça, c'est une autre mesure qui peut être évaluée lors de l'évaluation pneumologique, en fait, où on fait un test de marche et on voit si la saturation diminue au fil du test, et si elle diminue de façon importante, cela peut justifier d'une oxygénothérapie avec différents dispositifs. Pour ce type de pathologie, j'imagine que la nutrition, l'activité physique adaptée est bénéfique. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire un mot? Tout à fait. Il faut se rappeler que la respiration, c'est avant tout un effort musculaire, donc ça implique différents muscles, le diaphragme qui est le principal muscle respiratoire, mais également les muscles intercostaux. Et donc, entraîner ces muscles via une activité physique régulière et adaptée dans des situations où il doit y avoir par exemple une surveillance médicale ou paramédicale, avec des exercices qui vont être enseignés par un kinésithérapeute par exemple, ça va avoir un intérêt majeur. Et puis, il faut savoir que cet essoufflement, il va consommer beaucoup d'énergie, beaucoup de calories, et que si on ne compense pas cette perte de calories, on va avoir in fine une fonte musculaire et donc une aggravation de l'état respiratoire, puisque la respiration fait appel à tous ces muscles. Très bien. Docteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est une fibrose pulmonaire? Alors, une fibrose pulmonaire, c'est le remplacement du tissu pulmonaire par du tissu conjonctif fibreux, donc qui n'a rien à faire dans les poumons. Donc c'est avant tout une définition quand même qu'on dit anatomopathologique, c'est-à-dire à l'analyse au microscope d'une biopsie de poumon. Alors c'est heureusement ce qu'on fait extrêmement rarement chez les patients qui ont une atteinte pulmonaire de sclérodermie. Et donc par extension, on parle de fibrose pulmonaire quand on voit au scanner des lésions qui évoquent la présence de ce tissu fibreux collagène. Et on sait, grâce à différentes études, qu'il y a une bonne corrélation entre le scanner et l'analyse de la biopsie, et que donc quand on voit certaines lésions qui sont maintenant caractéristiques, on retrouve en fait sur la pièce du poumon de la fibrose. Et donc par extension, on parle de fibrose souvent à partir d'un scanner. D'accord, et on connaît les causes et les conséquences ? Alors, il y a beaucoup de causes de fibrose pulmonaire qui ne sont pas toujours liées à la sclérodermie, à certains médicaments qui peuvent
induire des fibroses pulmonaires, certaines expositions, par exemple l'amiante, qui peut également engendrer des processus fibrosants. Il peut y avoir également des expositions, on parle souvent des moisissures, de la maladie des éleveurs d'oiseaux, par exemple, qui peut induire une fibrose, et certaines maladies auto-immunes, comme la sclérodermie, mais également la polyarthrite rhumatoïde. On peut également avoir des formes familiales de fibrose, et parfois on a des fibroses pulmonaires sans cause identifiée, qu'on appelle fibrose pulmonaire idiopathique. À quel moment pouvez-vous nous parler de fibrose pulmonaire dans le cadre de la sclérodermie systémique ? Alors, dans la mesure où on va dépister cette atteinte-là par un scanner, c'est quand on voit apparaître au scanner des lésions qui évoquent ce processus fibrosant tel qu'on pourrait le voir sur une biopsie pulmonaire. Donc, c'est quand on met en évidence des lésions qu'on dit interstitielles, puisque le processus fibrosant n'est pas toujours très évident à voir, et ça commence par des lésions qu'on voit du tissu pulmonaire au scanner et qui sont pas forcément le témoin de lésions fibrosantes, en tout cas au début, mais ça va permettre de surveiller le patient de façon plus rapprochée. Et donc avec la crise sanitaire actuelle, les personnes donc atteintes de cette pathologie-là, est-ce qu'elles sont plus à risque ? Alors le fait d'avoir une atteinte pulmonaire de la sclérodermie ou une pneumopathie interstitielle diffuse de quelque origine que ce soit est un risque, un facteur de risque de faire un Covid plus grave. Et donc effectivement, il va falloir être particulièrement vigilant chez ces patients, d'autant plus que parfois ce sont des patients qui sont sous immunosuppresseurs et qui également ça va conférer aussi un risque de Covid grave. Donc les deux mis ensemble, l'atteinte pulmonaire et l'utilisation de traitements immunosuppresseurs font d'un patient comme étant un sujet très à risque de Covid grave, effectivement. Et quels vont être les effets du virus vraiment sur la pathologie ? Alors sur la pathologie en elle-même, rien de très démontré. En tout cas, c'est une infection respiratoire qui va altérer les échanges gazeux, parfois chez des gens qui ont déjà une altération de leur mécanique ventilatoire ou des échanges gazeux. Donc en fait, ça va se surajouter à une situation déjà un peu précaire. Donc ça, c'est l'effet, j'ai envie de dire, immédiat. L'effet sur le plus long terme, on ne le connaît pas encore bien. On ne sait pas s'il peut y avoir une poussée de la maladie, par exemple, au décours d'une infection Covid. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a des fibroses pulmonaires qui surviennent après un Covid chez quelqu'un qui n'avait pas de fibrose avant. Donc effectivement, entre la sclérodermie, qui est un processus fibrosant, et le Covid, qui peut être également un processus fibrosant, il vaut mieux que les deux ne se rencontrent pas. Et donc, comment les patients peuvent-ils se protéger du Covid ? Alors avant tout, les mesures barrières bien évidemment, mais effectivement aussi la vaccination, puisqu'on a une vaccination maintenant qui est très efficace et qui est très bien tolérée et qui peut protéger quand même avec des taux de protection très importants des formes graves du Covid, oui. Et quelle est l'importance de la vaccination et pourquoi dans vraiment cette pathologie, la sclérodermie systémique ? Alors, compte tenu de l'immunosuppresseur qui va être utilisé, avec le surrisque d'infection qu'on a vu, la pathologie respiratoire en plus, il faut faire en sorte d'éviter l'hospitalisation chez des patients déjà particulièrement fragiles. Donc, un intérêt de protection avant tout. Très bien, merci beaucoup docteur. On a beaucoup de questions de la communauté, donc je vais vous les poser. Il y a Marc qui nous pose une question. Est-il possible de bénéficier d'un aménagement du poste de travail si je souffre de sclérodermie systémique et de fibrose pulmonaire ? Alors effectivement, quand on a une atteinte pulmonaire de la sclérodermie, on a, comme on l'a vu, un retentissement qui est variable mais qui peut être sévère. Et en fait, bien sûr, en cas de retentissement sévère, qui est apprécié par le pneumologue et par le médecin généraliste, on peut tout à fait faire une demande de poste aménagé, notamment par exemple un poste qui va nécessiter moins d'efforts ou un temps de travail qui va être réduit. On a également une question d'Yvonne. L'oxygénothérapie et ses avantages, mais aussi les contraintes. Donc, quelles sont les contraintes de cet outil ?
Alors, le gros avantage d'abord de l'oxygénothérapie, c'est de soulager le symptôme essoufflement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des patients qui ne bougent plus de chez eux parce qu'ils sont trop essoufflés, qui vont retrouver avec l'oxygénothérapie une mobilité et parfois une vie sociale et parfois professionnelle qui va être quand même quasi normale, quoi. Alors effectivement, les contraintes sont liées au dispositif avant tout. Donc on va avoir des dispositifs sous forme de concentrateurs, soit en poste fixe, c'est-à-dire que c'est un appareil qu'on branche sur le secteur qui va concentrer l'oxygène de l'air ambiant pour l'administrer en concentration plus importante au niveau du nez. Et on a les mêmes dispositifs sous forme de sac à dos ou de bandoulière. Donc ça, c'est la gamme concentrateur. Parfois, quand les débits sont trop importants, parce que parfois il est nécessaire d'avoir 5-6 litres pour des efforts minimes, on passe à l'oxygène liquide. Là, ce sont des cuves d'oxygène liquide qu'on met à domicile avec aussi des systèmes portatifs avec des bouteilles qu'on peut mettre dans un sac à dos. Donc effectivement, il y a des contraintes. Après, le bénéfice d'une oxygénothérapie sur la mobilité principalement et la vie sociale est généralement très appréciée une fois qu'on s'est affranchi du regard des autres qui peut aussi être difficile parfois. On a également une question de Marianne qui nous dit « Que pensez-vous de la greffe pulmonaire sur un malade de sclérodermique ?» Alors la transplantation pulmonaire est effectivement un traitement qui est proposé chez des patients qui ont une insuffisance respiratoire chronique terminale et pour lesquels nous n'avons plus de projet de traitement médicamenteux, disons. Chez les patients atteints de sclérodermie systémique avec une fibrose pulmonaire, il y a eu une étude en particulier qui nous a rassurés sur les résultats de la transplantation pulmonaire chez ces patients en particulier, puisqu'ils sont identiques aux patients qu'on transplante pour d'autres indications, pour la mucoviscidose par exemple, ou pour d'autres fibroses pulmonaires. Donc effectivement, c'est une possibilité thérapeutique avec les complications qu'on lui connaît quand même, qui ne sont pas négligeables. C'est un traitement que l'on propose, j'ai envie de dire, en dernier recours, mais qui peut sauver la vie. Très bien. Odile nous pose également une question. Quelle est la différence entre fibrose pulmonaire et HTAP ? Alors la sclérodermie peut donner les deux en fait. L'HTAP c'est une maladie des vaisseaux pulmonaires, donc c'est avant tout une atteinte vasculaire qui va donner finalement un symptôme qui va être le même que pour la fibrose, c'est-à-dire l'essoufflement, et qu'on va dépister grâce à l'échographie qui va être faite de façon annuelle et qu'on va diagnostiquer avec un cathétérisme cardiaque droit. Alors que la fibrose c'est une atteinte du tissu pulmonaire, donc qui est vraiment l'interface entre l'extérieur et l'intérieur, et avec un tissu pulmonaire qui va se rigidifier, qui va devenir fibreux, et à terme, le volume pulmonaire va être diminué par rétraction en fait, et infiltration par la fibrose. Donc finalement, ce sont deux atteintes possibles de la sclérodermie, de mécanismes différents et de traitements différents. Docteur, dernière question de François qui nous dit « Est-ce que l'essoufflement est toujours signe d'une fibrose ou d'un problème respiratoire ?» Alors c'est effectivement une très bonne question parce que l'essoufflement c'est un symptôme extrêmement large qui a des causes multiples. Effectivement, on peut avoir une atteinte fibrosante, on peut avoir une hypertension pulmonaire, mais on peut aussi avoir une anémie, par exemple, qui peut tout à fait être responsable d'essoufflement, une atteinte musculaire, par exemple, ou une atteinte bronchique. On a des patients sclérodermiques qui ont des maladies bronchiques associées, par exemple l'asthme ou la BPCO. Donc tout essoufflement, quand on a une sclérodermie, n'est pas fibrose ou hypertension pulmonaire. Et c'est la raison pour laquelle il est bien, quand on a un symptôme tel que la dyspnée, qu'un pneumologue puisse faire le point, faire un examen clinique, des examens de souffle, un scanner et analyse la situation dans son ensemble. Docteur, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Peut-être avant de conclure, si vous aviez un dernier conseil ou un conseil à donner à la communauté, quel serait-il ? Alors, je pense que le fait de s'informer est déjà une excellente chose. Ça permet de donner les signes d'alerte, de savoir quand consulter. Le fait de maintenir une activité physique est très très important. Une prise en charge nutritionnelle ou une nutrition
équilibrée chez des patients qui sont souvent déconditionnés, comme on l'a déjà dit, c'est-à-dire que ce symptôme essoufflement, il ne faut pas rentrer dans un cercle vicieux qui va conduire à la limitation des activités. Donc je voudrais remercier l'Association des sclérodermiques de France de me donner la possibilité de parler de l'atteinte pulmonaire de la sclérodermie, qui est un sujet effectivement vaste avec différents diagnostics qui méritent qu'on s'y attarde. Et merci beaucoup, docteur, pour toutes vos réponses. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'Association des sclérodermiques de France pour cette émission. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter le site internet de l'association. À très bientôt pour une prochaine émission.